Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Nous ici ça a été un petit peu gris puisque on a perdu la petite poulette qui n'allait déjà pas très bien. Je pensais qu'elle finirait pas l'hiver. Bon ben elle a vu finalement les 2 premiers jours du printemps et puis elle est partie juste après. Donc du coup petite tristesse, surtout enfin pour moi et puis pour les filles. C'est vrai que c'est jamais agréable de voir un de ces animaux qui s'en va comme ça. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, vous, de votre côté. Et donc, on va attaquer tout de suite le sujet de la vidéo, puisqu'on va prendre la suite d'une vidéo que j'avais faite il y a à peu près 2 semaines, je pense, que je vais essayer de vous afficher par là, là. C'était une vidéo dans laquelle je vous expliquais un petit peu le principe de mon organisation et le principe du lissage notamment. Donc évidemment rien à voir avec la coiffure, hein, c'est pas la question, c'est pas le but de la chaîne. Et donc en fait voilà, c'est plus de l'organisation au niveau de mes revenus, afin de savoir quand, comment je vais les utiliser. Et alors que dans la précédente vidéo, j'expliquais plutôt globalement le principe du lissage et puis comment faire en sorte de trouver les bons montants mensuels à s'allouer, etc. Là, aujourd'hui, je voudrais attaquer et puis parler de cas pratiques. Et donc, évidemment, je vais vous parler du mien puisque c'est celui que je connais le mieux, hein. Et donc, voilà. Donc, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, si vous regardez, si vous tombez sur cette chaîne et que vous commencez par cette vidéo, bah forcément, vous ne le savez pas. Donc, je vous invite au passage à vous abonner à la chaîne. Donc, si vous le savez ou pas, donc, je dispose de 3 revenus. 3 revenus différents qui fluctuent tout au long de l'année. Et donc, on va voir ensemble de quelle façon je les gère. Vous les voyez tous les mois quand je fais mes budgets. Donc voilà, donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment je les gère et comment j'arrive aux chiffres que je vous place finalement tous les mois dans les budgets. Alors on va commencer par un petit rappel avec les chiffres clés que je vais vous afficher certainement de ce côté-là de l'image. Donc les chiffres clés, je vous avais parlé là dans la vidéo précédente de calculer combien il fallait au minimum pour arriver à vivre. Donc nous, de notre côté, on avait calculé qu'il nous fallait 1400 euros. Donc cette somme de 1400 euros, elle est plutôt répartie en deux grosses parties, on va dire, qu'il y a d'un côté moi et de l'autre côté mon chéri. Donc mon chéri, lui, de son côté, il va prendre une somme de 400 euros à sa charge. Donc 400 euros parce que il a des revenus encore plus aléatoires que moi. C'est basé sur des projets artistiques qui marchent ou qui marchent pas. Donc du coup, voilà, de temps en temps, il va travailler pendant un certain temps et puis finalement, il aura pratiquement rien en revenu sur ce boulot-là. Et puis d'autres fois, il va travailler des fois même un peu moins longtemps et finalement, le revenu sera supérieur. Bon voilà, c'est un côté très très aléatoire qui est un petit peu compliqué là. Mais donc du coup, globalement, lui, il prend en charge 400 euros sur ses 1400 euros. Il prend en charge 400 euros. Moi, de mon côté, c'est bien évidemment le minimum, hein, je parle de minimum. De mon côté, je prends le reste, c'est-à-dire que je prends 1000 euros à gérer tous les mois et il faut que j'ai ces 1000 euros qui arrivent. Donc là, comme vous avez pu le voir, comme vous pouvez le voir sur mes vidéos de budget, je prends plus de 1000 euros. Hein. Mais au démarrage, j'avais commencé avec 1000 euros. Et puis au fur et à mesure, mon activité m'a permis d'améliorer
ce minimum de 1 000 € et donc sans être dans la dépense excessive, hein, vous le voyez généralement dans mes bilans, je me permets donc du coup, d'autres écarts, ou des plaisirs ou voilà, acheter telle marque plutôt que telle autre. Enfin bon, voilà, c'est des petites choses qui font que, ben, voilà, au fur et à mesure, j'ai, augmenté, ma part, mais je sais que de base, il me faut 1 000 € tous les mois. Alors, mon premier revenu, ça va être ce que je vais appeler le niveau baby, hein, du lissage. C'est-à-dire que c'est un CDD qui se renouvelle, d'année en année. Donc je travaille, chaque année depuis, 5 ans. Je travaille en CDD à temps partiel pendant quelques mois et donc du coup, je peux avoir une enveloppe. Cette enveloppe, cette année, elle a un petit peu baissé parce que, il y a une baisse d'activité. Donc je sais que je vais, moins travailler sur le CDD de cette année 2022. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire que je touche mon salaire, donc je travaille, 4 mois, je touche mon salaire et je sais à l'avance combien je vais toucher d'ailleurs puisque, c'est un CDD avec un nombre d'heures. Quand je le signe, je sais que j'ai ce nombre d'heures-là à tel tarif horaire. Donc du coup, je sais à l'avance combien je vais toucher. Quand je touche ce salaire, donc mois après mois, en plusieurs fois, hein, je vais le toucher, je prends ce salaire-là et je vais le mettre de côté. Et ensuite, donc ça c'est sur 4 mois, et ensuite je vais me le redistribuer sur 12 mois. Donc concrètement, comment ça se passe? Je gagne 4 200 € net sur 4 mois, je les mets de côté, et chaque mois, je vais me reverser 350 € pendant toute une année. C'est comme ça que j'avais ces 350 € là. Le temps de savoir aussi sur un an si déjà ça sera bon pour l'année prochaine, est-ce que on continue ou pas. Et l'année suivante, bien évidemment, je re-remplis ma caisse qui commençait à descendre. Je re-remplis cette caisse-là et donc je repars sur une nouvelle année. Donc là, cette année, bien, je réajuste parce que je le sais aussi à l'avance. Je sais que ça va rebaisser. Donc du coup, je réajuste doucement sur ce revenu-là. La première année, bien évidemment, quand j'ai commencé ce travail, la première année, je n'avais pas, j'avais pas un an de revenus devant moi. Donc au lieu de diviser par 12, j'ai divisé la somme par ce dont j'avais besoin mensuellement, puisque celui-là de CDD, ça a été mon premier travail après que j'ai quitté mon emploi. Donc voilà. Donc ces 4 200 €, je les avais divisés par X euros dont j'avais besoin, donc c'est 1 000 €, et donc ça m'a tenu un petit peu plus de 4 mois à l'époque. Ça a été pour le premier, et puis après il m'a fallu retrouver autre chose. Donc d'où l'importance de savoir exactement de combien on a vraiment, vraiment besoin pour vivre chaque mois. Donc au démarrage, eh bien, on fait un peu plus serré et puis ensuite on peut augmenter. Et donc voilà, donc au fur et à mesure, en plus, mon activité s'est diversifiée et donc ce CDD m'a permis de justement être complété par d'autres contrats. Et donc, en étant complété par d'autres contrats, au fur et à mesure, il a fini par se lisser sur les 12 mois et donc par me permettre donc, de diviser chaque année ce que je recevais en CDD, qui était prévu à l'avance, qui était très facilement calculé, et donc de pouvoir le lisser sur les 12 mois. Voilà, c'est ce que j'appelle le niveau baby. Le truc le plus simple, c'est on a un salaire, on sait qu'on va avoir tel salaire et donc ce salaire-là, on le divise par le nombre de mois qui va, soit par le nombre de mois quand on divise par 12 mois, ou 3 mois, ou 6 mois, hein, ça dépend évidemment du salaire. Hein. Si c'est un tout petit salaire, peut-être c'est pas très pratique que ça soit sur 12 mois.
Donc du coup, voilà. Donc soit on le divise par le nombre de mois, soit on le divise, ben, si on n'a que ce revenu-là, par la somme qu'il nous faut obligatoirement par mois. Alors, le niveau suivant, c'est, si vous avez regardé aussi mes budgets, ce sont les revenus locatifs. Alors, les revenus locatifs, c'est tout simplement parce que je gère un appartement en colocation. C'est arrivé un peu par hasard, hein, donc voilà, c'était pas le but de l'appartement d'en faire de la colocation, hein. À la base, je vivais dedans. Et puis finalement, la vie a fait que, eh bien, je suis partie de cet appartement et donc il m'a fallu en faire quelque chose. J'ai essayé de le vendre, ça a pas fonctionné, comme, j'aurais voulu, c'est-à-dire que j'avais plus de prêts à rembourser, plutôt que de revenus, quoi. Donc du coup, je restais avec une dette et puis, plus rien dans les mains. Donc, forcément, ça ne va pas. Mais donc voilà, donc du coup, j'ai décidé de le mettre en colocation pour pouvoir payer, eh bien, les frais de l'appartement et puis, prendre un peu plus de temps. Alors, c'est vrai que sur internet, il y a, beaucoup, beaucoup, de vidéos qui vont expliquer que waouh, il gagne 1 500 € par mois avec un appartement, il est devenu riche, en investissant dans l'immobilier, coin, coin, voilà. Ça donne une énorme impression, de facilité, hein. Il y a juste à investir, des sous dans l'immobilier en prenant un prêt sur, 25 ans et puis c'est bon, après derrière on fait fortune. Heu, alors d'expérience, c'est pas le cas, hein. C'est alors je suis pas dans un endroit, où il y a pas beaucoup de monde, hein, ça tourne beaucoup, donc j'ai généralement pas de vraies problématiques, à louer l'appartement et pourtant, ça me demande beaucoup, de travail. Alors beaucoup de travail, hein, je suis pas, toutes les semaines à m'en occuper, mais par contre, je vais avoir, des, périodes, où, eh ben, je vais avoir des dépenses, je vais avoir, des taxes, je vais avoir, du stress aussi parce qu'il y a certains risques et cetera. Donc du coup, voilà, je l'estime comme un véritable travail. Surtout quand on veut le faire sérieusement, hein. Il m'a fallu aussi, comprendre un petit peu, la législation, donc me former là-dessus. Il a fallu, voilà, faire, pas mal de choses. C'est pas la recette magique, qu'on essaye de vous vendre, dans pas mal de vidéos internet, hein. C'est pas, voilà, c'est pas de la magie. Ça demande du boulot. Alors un appart, c'est avant tout, des dépenses aussi, hein. En dehors du prêt qu'il me faut rembourser tous les mois, j'ai aussi des charges, j'ai aussi la CSG. Donc la CSG, c'est, une taxe, qu'on a quand on a des revenus, alors ça peut être, là c'est locatif, mais c'est pas que sur le locatif, hein, la CSG, donc c'est une taxe. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut connaître avant, hein, il faut connaître en amont et savoir que ça se paye. Alors soit tous les mois, même si c'est pas loué d'ailleurs, hein, voilà. Donc alors la CSG, c'est un pourcentage de la location et du revenu, donc bon, voilà, mais comme c'est décalé et ben du coup, on va quand même avoir des frais même si on n'est pas en train, de louer l'appartement. Il va y avoir forcément des travaux parce qu'il y a de l'usure. Quand on change une chaudière dans un appartement et ben tout de suite, ça fait des frais. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut prévoir, même ne serait-ce que refaire, de la peinture, ça m'est arrivé là l'été dernier, j'ai juste refait de la peinture, bouché 3 trous et cetera. C'est du temps à y consacrer et c'est aussi un budget. Donc du coup, voilà, quand on veut le faire sérieusement, c'est un investissement, mais pas que financier, hein, finalement. Alors évidemment, hein, on peut faire les travaux par d'autres personnes, mais alors auquel cas on gagne encore moins dessus. Donc c'est pas top, quoi. Donc il y a forcément des moments aussi où on n'a pas de loyer, donc ça il faut y penser à l'avance.
Il y a des travaux, des pannes, je me suis mise à la plomberie, hein, à l'électricité et cetera pour gérer les petites choses. Après évidemment, quand ce sont des gros travaux, je fais appel à des artisans qui sont bien meilleurs que moi et qui fourniront un travail de bien meilleure qualité. Mais par contre, bah, changer un robinet, bah, maintenant je sais faire. Voilà, ce genre de choses. Et puis c'est du temps aussi, ne serait-ce que de poser des annonces, faire les visites, construire les dossiers, faire les papiers, pour les différents organismes où, des fois il y a des problèmes avec la CAF et cetera. Bon voilà, c'est aussi du temps, c'est aussi du, du temps passé à devoir gérer des gens aussi, c'est de l'humain aussi. Donc on a le choix des locataires, mais une fois qu'ils sont sur place, ben, de temps en temps, il y en a qui ont des accidents de vie, il y en a qui ont, voilà, en fonction des locataires que vous avez, ben, il y a aussi une part d'humain. Donc ça peut être très intéressant, mais ça peut aussi être chronophage. Et puis après, ben voilà, moi c'est un appartement dans lequel j'ai habité, donc je le connais bien. Pour le vendre, j'ai aucun problème. Je connais les qualités, les défauts. Voilà, ça c'est quelque chose. C'est un appartement, je le connais aussi pour y avoir vécu dedans. Donc je sais que c'est pas n'importe quoi. De toute façon, je pense que j'achèterai jamais un appartement dans lequel je ne pourrais pas habiter moi-même. Je pourrais pas le louer de toute façon, tout simplement. Moi-même ou mes filles, parce qu'évidemment, je me verrais beaucoup moins maintenant habiter dans un studio. Mais par contre, ben, mes enfants, oui, je pourrais les avoir qui prennent un studio. Donc voilà, ça fait partie des choses, des critères si jamais je devais racheter un appartement. Pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité, hein. J'ai assez à faire avec celui-là et de temps en temps, en grosse période de stress, je me déteste d'avoir cet appartement en fait. Donc voilà, donc faut bien penser à la différence entre ce que ça ramène, c'est-à-dire le brut, et le net, c'est-à-dire ce qu'on en retire vraiment. Une fois qu'on a enlevé toutes les charges, le crédit, la CSG, une provision pour les travaux, ce genre de choses, eh bien, voilà, il faut connaître le brut et le net de l'autre côté. Il faut connaître un minimum la fiscalité. Donc moi, je sais que je suis en LMNP non professionnel. Donc il y a des seuils, il y a des choses à faire attention. Donc tout ça, c'est pareil. Il faut se former et continuer à se former. Parce que là, la fiscalité, par exemple, elle a changé il y a 2 ans, je crois. Donc c'est quelque chose, c'est une veille aussi à avoir. C'est pour ça que je parle vraiment de travail et que je dis attention à ce que vous regardez sur Internet. Ne croyez pas, hein, aux sirènes de waouh, super, c'est l'immobilier, ça va travailler tout seul. Ça ne travaille pas tout seul. Sinon, il y a d'autres dépenses et auquel cas, il faut tout confier à une agence immobilière et alors auquel cas, votre revenu baisse aussi. Voilà. Donc la difficulté qu'on va avoir, c'est que on connaît les dépenses qu'on va avoir généralement. Par exemple, l'impôt foncier, je sais qu'il va m'être retiré tous les mois parce que j'ai mensualisé. Je sais qu'il va m'être retiré, je connais la somme, etc. Donc je connais environ les dépenses qui vont être liées à l'appartement, mais je ne sais pas ce qui va rentrer. En début d'année, je ne sais pas si j'ai pas un locataire qui va me claquer dans les doigts. Je ne sais pas si j'ai pas un locataire qui va me claquer dans les doigts dans 2 mois. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Quelqu'un qui est resté 3 mois et puis finalement il s'est disputé. Enfin bon, voilà quoi. Et donc du coup, hop, il est reparti. Donc à ce moment-là, il faut trouver quelqu'un d'autre, etc. Et on peut avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois sans trouver la bonne personne aussi, puisque on va pas, faut pas sauter non plus sur les locataires au risque d'avoir un mauvais dossier. Donc, on va éviter les mauvais dossiers, donc on choisit aussi. Donc, ça, on peut du coup faire face à des moments où on n'a pas de revenus là-dessus. Donc, chaque année, je reviens sur le lissage. Comment ça se passe?
chaque année, je fais un prévisionnel qui me permet de gérer d'un côté les dépenses de l'appartement. Donc je sais que je vais avoir un budget dépenses de l'appartement. Je me constitue aussi un fonds de secours pour les travaux et l'entretien de l'appartement. Ensuite, j'ai aussi un deuxième fonds de secours au cas où j'ai des mois sans revenus. Donc ça, je me le suis prévu au fur et à mesure. Je me suis constitué un petit fonds avec 3 mois de revenus, 3 mois sans aucun locataire dedans, par exemple. Donc ça, il s'est constitué au fur et à mesure, hein, évidemment, hein, je ne peux pas le faire d'un coup. Et ensuite, une fois que tout ça s'est enlevé, j'ai mon enveloppe pour mes revenus mensuels. Et donc, comme ça fait plusieurs années que l'appartement tourne, eh bien, du coup, je l'étale sur 12 mois. Et donc, je sais que là, quand je prends 300 euros tous les mois, c'est pas parce que j'ai eu 300 euros qui me sont arrivés par l'appartement. C'est que j'ai eu les loyers de l'appartement qui évoluent et qui varient en fonction du temps. Mais moi, je veux quand même avoir un budget stable. Donc, je me fixe un revenu stable aussi. Et donc, du coup, même avec les fluctuations de mon appartement, le fait d'avoir ces différents fonds de secours, eh bien, ça fait que mon revenu mensuel, lui, va pouvoir être le même. Et puis, en fin d'année, si ça a bien fonctionné, je peux me faire une prime de Noël. Voilà, donc en fonction des années, j'en ai une ou j'en ai pas, je me fais un petit cadeau supplémentaire, mais en tout cas, ou alors je rajoute plus au fonds de secours pour avoir un matelas un peu plus conséquent. Mais en tout cas, voilà, c'est la tenue d'un budget complètement à part. Alors, mon troisième niveau, ça va être le niveau auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, dans mon cas, je n'ai pas de récurrence ou très très peu. Et donc du coup, il va me falloir trouver des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Et c'est là que se situe finalement la difficulté parce que je ne sais pas ce que j'aurai dans 6 mois en fait. Et il y a des années où ça marche très très bien, j'ai des bons contacts, tout se passe bien, j'ai un bon chiffre d'affaires. Et puis l'année d'après, par exemple, il y a une pandémie mondiale et un confinement qui fait que tout redescend et qu'il faut que je reprenne tout à zéro puisque je n'ai plus de revenus à ce moment-là et plus de possibilités de démarchage. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fluctuant au niveau des ressources et donc du coup ça ne permet pas, ça permet moins facilement justement ce fameux lissage et il n'y a eu que après plusieurs années que je peux arriver à environ me faire une moyenne et me dire bon bah tiens là je vais peut-être pouvoir compter là-dessus et généralement j'arrive à pouvoir générer telle sorte et telle sorte de revenus. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie d'aléatoire qui fait que d'emblée on ne peut pas gérer un lissage sur du 12 mois et puis au démarrage même sur 3 mois, c'est assez compliqué en fonction en fonction de notre créneau, hein, de notre spécialité au niveau du travail. Donc c'est vrai que c'est particulier. Là-dessus, on a aussi la problématique des charges inhérentes à notre fonction d'auto-entrepreneur. On va avoir des frais professionnels qui, eux, ne sont pas déductibles. C'est pareil, il faut connaître la fiscalité, pouvoir comprendre comment on se déclare, combien on paye, etc. Et puis prendre un petit peu de temps pour arriver à trouver un équilibre. Moi, ça va être en fait par le biais de ce revenu-là que je vais gérer finalement mon épargne. Toute la partie épargne, elle va être générée par mes plus-values au niveau de l'auto-entreprise. Donc, c'est-à-dire que je sais que je vais à peu près avoir une base
fixe au niveau de l'auto-entreprise parce que j'ai étalé et que là, en fonction de mon expérience au niveau des différentes années, je sais à peu près à quoi m'en tenir. Et puis, je sais que, eh bien, si j'arrive à aller plus loin et à me faire une bonne année, eh bien, je vais pouvoir me permettre d'épargner toute une partie de ce que j'aurais gagné pour, ben, par exemple, pour l'achat d'une voiture ou pour des travaux plus gros, plus conséquents à la maison. Donc voilà, donc cette auto-entreprise avec toute la partie un petit peu aléatoire qu'elle contient, au lieu de me faire vraiment quelque chose de très strict, je joue justement sur les fluctuations pour me dire, bon, je mise là-dessus et puis ensuite je placerai en épargne. Donc du coup, je me suis constitué un panier auto-entreprise, d'accord? C'est ce dont je parlais dans la vidéo avant. Je me suis constitué un panier auto-entreprise qui fait que j'ai 12 mois du salaire d'auto-entreprise que je place à l'intérieur. J'ai mes 12 mois d'avance, puisque de toute façon, on n'a pas droit au chômage, rien du tout. Je le prends comme si, en fait, c'était ma cotisation à moi pour mon chômage. Donc, du coup, je me mets dans ma caisse salaire, et puis ensuite, tous les mois, je sors. Donc, je sortais là, si vous avez vu les derniers budgets, je sortais 380 €, et là, je sors un peu plus parce que je sais que j'ai eu une plus grosse rentrée, donc je me fais une augmentation. C'est ma variable, en fait, elle vient de ce salaire-là. Puisque je ne peux pas vraiment le connaître, je me fais un an d'avance, et donc derrière, je me redistribue pendant une année, et tout ce qui dépasse le un an d'avance, eh bien, ça ne vient pas comme tout à l'heure avec l'appartement, ça ne vient pas comme une prime, par exemple, de Noël, parce que ça peut être plus conséquent que ça, et donc du coup, ça va partir en épargne. Donc voilà, donc mes 3 revenus, déjà, me font 3 façons de gérer le lissage différentes. Donc je suppose qu'il y a plein d'autres façons d'arriver à se débrouiller avec ça. Là, moi, j'ai 3 pôles particuliers, hein. J'ai ce CDD qui est récurrent, donc ça marche pour tout ce qui va être saisonnier. On sait combien d'heures on va travailler, donc on sait à quel tarif horaire, donc on sait à combien on va être payé au final, et on a une vision qui est un peu plus stable. Donc du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a ces appartements où on sait, enfin en tout cas moi de mon côté, je sais que ça va rentrer forcément. Je sais qu'il y a des sorties. Le but du jeu étant de faire que il y ait plus d'entrées que de sorties, bien évidemment. Et de se dire, ben voilà, je vais être dans telle fourchette et telle fourchette. Donc, en faisant un tableau prévisionnel au fil des années, on arrive à savoir quand est-ce que les gens arrivent, quand est-ce que les gens partent, globalement, en sachant que chaque année, on a des surprises. Donc, j'essaye de le gérer à la baisse. Donc, du coup, là, on arrive quand même à se faire un prévisionnel qui arrive à être assez stable. Et puis, le dernier niveau, où là, c'est l'auto-entreprise, donc être à son propre compte. Et là, on est directement dépendant encore d'autres choses en plus. Au niveau des dépenses, on sait à peu près combien on va avoir quand on connaît son métier. Par contre, après, derrière, au niveau des entrées, eh bien, c'est en fonction de son activité et de savoir si on va réussir à aller trouver ses nouveaux clients et donc à augmenter son chiffre d'affaires. Donc là, c'est encore une partie plus aléatoire encore que les appartements, en tout cas moi là où je suis. Donc du coup voilà. Donc c'est vrai que chacune de ces parties-là, je les gère de façon indépendante. Comme je vous le disais tout à l'heure, je gère
l'appartement comme une entité et un travail complètement indépendamment du reste, puisque peut-être je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer comment vraiment je fonctionne et avoir un suivi, parce que du coup, bah, c'est tout le prêt, etc. Tout ça, ça se gère tout seul. Ça doit être généré par les revenus de l'appartement. Donc voilà, donc c'est une façon de fonctionner à part entière.